Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiatives inspirantes. Je suis Émilie et tous les 2 mois, je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir, savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires, écologiques, artistiques, culturelles ou entrepreneuriales. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir bien sûr de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné, mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préférée, remplie d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui nous rejoint aujourd'hui sous le palmier s'appelle Flore Lagdar. Flore a travaillé plus de 25 ans dans les ressources humaines et après avoir entamé une reconversion pro, elle se consacre désormais à l'accompagnement individuel et à l'insertion professionnelle. C'est dans cette nouvelle vie que j'ai eu le plaisir de la rencontrer. C'était à l'occasion d'un atelier découverte organisé par Ses Soins à Lausanne à la Maison de la Femme. Vous l'aurez compris, l'épisode du jour va aborder les thèmes de reconversion pro, de recherche d'emploi et de développement personnel en explorant en particulier le journal créatif, qui est un outil d'expression libre et spontanée que j'ai pu tester lors de cet atelier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Flore, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sous le palmier. Bonjour Amélie. Est-ce que, avant de plonger dans le vif du sujet, tu peux Flore te présenter puis nous expliquer aussi ce qui te lie à la Maison de la Femme? Alors volontiers. Donc je m'appelle Flore Lagdar, je suis d'origine française. Je suis arrivée en Suisse il y a un petit peu plus d'une trentaine d'années. J'ai fait l'école hôtelière à Lausanne et ensuite j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie et j'ai très vite atterri dans les ressources humaines et j'ai donc fait une carrière, on va dire, de 25 ans dans les ressources humaines et au moment du Covid, je me suis reconvertie comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. J'ai souhaité revenir à ce qui m'a toujours motivée, c'est la relation à l'autre. Et je voulais quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'accompagnement individuel, que je faisais aussi par ailleurs dans les ressources humaines, mais j'avais besoin de quelque chose d'autre, qui fasse plus écho à mes valeurs. Voilà, donc je me suis reconvertie dans l'insertion professionnelle. Donc j'ai pu transférer des compétences que j'avais acquises dans les ressources humaines pour accompagner les femmes migrantes qualifiées dans leur parcours professionnel. C'est effectivement une activité que j'exerce à la Maison de la Femme dans le cadre de l'association Découvrir qui m'emploie. Et l'association Découvrir a donc pour mission d'accompagner les femmes dans leur cheminement avec toutes les étapes que cela comporte, leur cheminement professionnel, que ce soit pour un emploi ou que ce soit pour l'entrepreneuriat. Et c'est quoi finalement qui a été le moment décisif pour passer ce tour, enfin c'est quand même un virage assez important en fait dans ta carrière. Ça a été quoi le déclic? Alors le déclic pour moi ça se résume au niveau des valeurs. Il y a un moment donné où ce que je faisais ne répondait plus totalement à mes valeurs. Un poste de DRH, c'est un poste qui demande beaucoup d'engagement. Je travaillais entre 8 et 10 heures par jour. Quand j'étais à 100%, j'ai ensuite pu réduire mon taux. Donc j'ai eu une première approche pour essayer de quitter un petit peu ce domaine-là, mais j'avais cette étiquette sur le front quand on fait 20-25 ans dans un même métier. Donc c'est pas évident de se reconvertir. Mais j'ai eu quelques appels, plusieurs, même au niveau de ma santé, où j'avais besoin d'un autre équilibre. Donc je voulais une activité qui prenne un petit peu de recul, une activité que je puisse plus facilement occuper à temps partiel pour m'occuper de ma famille. Je suis devenue maman sur le tard. Voilà, donc j'ai envie de ça et j'ai envie de développer d'autres activités. J'avais envie de passer plus de temps sur le dessin, la peinture, qui est une activité qui m'a toujours occupée, qui m'a toujours aidée dans mon parcours professionnel. Voilà, donc j'avais des envies, des ouvertures comme ça. Puis le Covid s'est présenté, qui m'a donné à réfléchir sur ce que je voulais vraiment. Et puis la reconversion, elle s'est faite assez facilement à partir du moment où j'ai identifié
les compétences que je pouvais transférer. Mais le vrai déclic s'est fait dans le cadre d'un atelier, dans un programme d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi auquel j'ai participé. Et j'ai eu en face de moi une ancienne RH qui était dans le monde de l'insertion. Et ça a fait un tel écho, un tel miroir que j'ai décidé de lui parler. On a refait un rendez-vous, on s'est rencontrés, elle m'a présenté une de ses collègues qui était coach. Et puis j'ai poursuivi ensuite, j'ai fait ce que beaucoup d'autres personnes font quand elles se reconvertissent, j'ai réseauté. Et j'ai rencontré pas simplement de personnes qui étaient dans ce milieu de l'insertion professionnelle pour pouvoir définir vraiment avec quel public j'avais envie de travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai identifié le public des femmes et que j'ai mis le doigt sur découvrir, que j'ai appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce que finalement il m'engage. Tu ne l'as pas lâché. Voilà, c'est à peu près effectivement comme ça que ça s'est passé. Voilà. J'étais tellement convaincue par le premier entretien que j'avais eu avec ma collègue actuelle, tant sur la mission de l'association, sur le tempérament, l'esprit, l'état d'esprit de cette collègue, que j'ai voulu être de la partie et je me sentais vraiment concernée. Et je me voyais vraiment transmettre quelque chose d'utile à toutes ces femmes, avec tout ce parcours que j'avais eu, non seulement dans les ressources humaines, mais également ce parcours de reconversion. Parce que ce que j'apporte maintenant, c'est aussi mon parcours de reconversion, ce réseautage que j'avais jamais fait auparavant, parce que je trouvais mes postes juste comme ça, d'un claquement de doigts. Voilà, c'était une autre approche, et c'est une nécessité aujourd'hui dans le marché du travail de réseauter, notamment quand on recherche des postes à responsabilité ou des postes de spécialistes. Et tu disais justement avant que c'était vraiment ce qui faisait écho, c'est de pouvoir accompagner le public féminin. Pourquoi en fait en particulier les femmes? Alors, moi je me sentais quelque part, je vivais une époque où j'avais besoin de sécurité en moi. Pour moi, le public des femmes, c'était une espèce de, comme une sororité en fait. Je me sentais entre sœurs, avec les femmes. Ça conférait justement à ce cadre sécuritaire dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai vraiment découvert un vrai plaisir à accompagner les femmes. J'accompagne aussi certains hommes chez Découvrir, puisque la mission de l'association, c'est d'accompagner les femmes. Mais il y a eu un jour, des hommes sont arrivés, donc on les accompagne aussi. J'ai rien contre les hommes non plus. J'adore les hommes. Mais voilà, pour moi, à un moment donné, il faut savoir cibler. Il faut savoir, quand on a un appel comme ça, et je préfère accompagner une cible bien précise et le faire bien, plutôt que d'aller me disperser et puis de vouloir accompagner autant les hommes, les femmes, les plus de 50, les jeunes. Il y a un moment donné, il faut vraiment cibler. Et moi, je me sens bien dans cet univers de femmes. Voilà, et j'ai envie d'y rester, tout simplement. Bah oui, surtout tu parles de pouvoir transmettre, partager, puis à ce côté, juste quand tu nous dis, j'ai eu plusieurs appels finalement avant de me lancer vraiment et suivre mon chemin, forcément de pouvoir accompagner, transmettre, comme tu dis, dans ce cadre de la sororité, moi en tout cas personnellement je trouve que ça a du sens en fait. Et je me dis en termes justement de passer, en plus pour peut-être débloquer des freins qu'elles ont elles aussi, que toi par lesquels t'es passée. Ouais. Toi justement ça a été quoi ces freins que t'as dû dépasser? Alors le premier frein, c'était déjà donc quand on fait une reconversion, c'est déjà, et qu'on a une expérience assez importante dans un métier, qu'on est étiqueté avec ce métier-là, il faut changer, il faut inverser la vapeur et puis montrer aux autres qu'on est vraiment motivé à aller dans une autre direction, convaincre les employeurs potentiels. Déjà, il faut se convaincre soi-même. Et pour moi, ça a été cette réflexion sur les valeurs, sur ce que j'ai envie de donner, sur mes compétences, de refaire mon CV. Ça a été un vrai challenge. Alors, j'ai travaillé 25 ans dans les ressources humaines, j'ai fait des centaines de recrutements, j'ai vu des centaines de CV, mais de refaire le mien, vraiment de façon à ce qu'il me ressemble, à ce qu'il corresponde à mes valeurs, à de pouvoir remettre des mots sur mes compétences, notamment celles que j'allais transférer du domaine des ressources humaines dans le monde de l'insertion, ça a été un vrai travail sur plusieurs semaines. Donc c'est vraiment un travail de fond que je fais toujours actuellement avec les femmes que j'accompagne.
Et c'est un peu ce qu'on appelle un bilan de compétences, en quelque sorte. C'est de pouvoir vraiment identifier ce qui peut faire mouche auprès de l'employeur, ce qu'il va rechercher finalement sur un CV. Et oui, et ce travail sur les valeurs, il est primordial, notamment quand on change de secteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Si on n'est pas clair avec ça, on n'est pas aligné et on ne va pas donner le meilleur de soi en entretien et on ne va pas être convaincant. Donc pour moi, ça a été la première chose. Et puis cette espèce moi, j'ai décidé finalement de changer. Alors entre la décision qu'on prend parce qu'on a un appel du cœur, ça vibre fort à un moment donné, puis quand on se retrouve finalement dans le vif du sujet et qu'on doit chercher un emploi, etc., ça passe par des hauts et des bas. Qu'on recherche un emploi, je ne parle pas des femmes entrepreneurs, je pense que c'est encore une autre histoire. Mais il y a de faire avec le vide et puis de pouvoir traverser, il y a des hauts et des bas. Et ça, je pense que toute personne qui en recherche ou qui se reconvertit est confrontée à ça, à ces hauts et ces bas. Donc c'est de mettre aussi en place des petites choses toutes simples, un vrai équilibre de vie, de ne pas se focaliser à 100% sur ses recherches d'emploi toute la journée. Oublier le sport, oublier ces balades qu'on fait dans la nature, savoir se faire plaisir. Ça, c'est important. Sinon, on va à nouveau se disperser, on va faire plein de choses qui sont plutôt de l'ordre de la procrastination, plutôt que vraiment cibler sur ce qu'on doit vraiment faire. Donc vraiment économiser son temps et faire ce qu'on doit faire, mais de façon structurée et organisée. Ça, je pense que c'est un des premiers conseils quand on recherche un emploi. Est-ce qu'il y a peut-être des rituels, tu vois, des choses auxquelles tu penses là Alors moi, sinon, au niveau du bien vivre, la période que je traversais, c'était des respirations. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement encore maintenant. Des respirations en cohérence cardiaque. Donc, je fais ça 3-4 fois par jour. C'est 30 respirations à un rythme bien particulier. Il y a des applications pour ça, comme Respirelax, qu'on peut utiliser. Ça aide un petit peu à calmer en soi les craintes, les angoisses, tout ce qui peut surgir comme ça. Et puis j'avais fait une époque, j'avais fait un programme de gestion du stress aussi avec de la méditation. La méditation, c'est quelque chose que j'utilise aussi, donc j'ai des petits enregistrements d'un quart d'heure ou voire pas plus qui associent la méditation avec le yoga par exemple. Donc voilà, moi je suis assez preneuse de toutes ces techniques-là qui sont des techniques soft qui me parlent. Et puis, je trouve un élément que l'on a qui est très simple, qu'on a autour de nous et qu'on peut utiliser autant qu'on veut. C'est la nature. Donc, c'est d'aller faire une balade. Alors, j'ai la chance d'être à Morges, proche du lac. Donc, c'est d'aller marcher, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tombe des grenouilles ou tout ce qu'on veut. Moi, je sors et c'est quelque chose que ma maman m'a toujours appris. Elle m'a dit, je te sortais, quoi qu'il advienne, je te sortais en poussette, peu importe. Je te sortais quand tu étais toute petite et je t'ai toujours sortie. Voilà, parce que c'était un moyen justement de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir se connecter à soi et de se connecter finalement à la terre. Et ce qui est important finalement, c'est ça. Et être un peu dans l'instant présent finalement. Et d'être dans l'instant présent. Raccroche. Oui. Et je me posais la question, surtout en fait quand tu nous as parlé au début, du fait que tu n'as pas lâché justement l'association Découvrir, en fait, une fois que tu les avais dans ta ligne de mire, tu les as plus lâchés, tu voulais vraiment travailler avec eux, etc. Puis vraiment poursuivre, pérenniser ce beau projet. Et comment tu as célébré, ça me vient tout de suite, comment tu as célébré en fait cette victoire, ce succès, tu vois, d'être arrivé finalement à atteindre cet objectif-là? Parce qu'il faut savoir aussi célébrer ces victoires. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment célébré. Je pense que j'ai vraiment savouré le moment où j'ai pu commencer à travailler chez eux. J'ai commencé par un stage au tout départ. Et puis ensuite, j'ai été engagée. Donc, la vraie célébration, ça a été à ce moment-là. Pour moi, c'était plus de remercier parce que c'est vrai que les personnes qui m'ont accueillie chez Découvrir m'ont extrêmement bien accueillie, ont compris aussi mon parcours, ont eu d'écoute, ont fait énormément confiance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en pleine certification de ma formation de coach, parce qu'entre-temps, j'avais décidé d'identifier le besoin de faire une formation de coach. Et j'étais en fin de certification quand j'ai été engagée.
Et on m'a confié, à ce moment-là, on m'a confié dans le cadre d'un programme chez Découvrir, on m'a confié le coaching de 8 femmes, alors que je n'étais pas encore totalement certifiée, c'était en cours, voilà. Mais pour moi, c'était une énorme marque de confiance. Et c'est là que j'ai pu faire mes armes en tant que coach. J'ai pu déjà avoir un feedback qui était assez positif. Donc voilà, ça m'a donné énormément de confiance. Donc moi, c'est vraiment... la célébration, c'est de la gratitude envers toutes les personnes qui m'ont soutenue. Il y avait mon mari aussi, qui me soutenait. Même mon fils, qui avait 10 ans à l'époque, qui me soutenait. Il m'avait vu tellement souffrir dans la fin de mes années dans les ressources humaines, souffrir parce que ça ne me plaisait plus intérieurement, ça ne correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai eu tout ce soutien-là et je pense que voilà, la première célébration, je pense, c'est pouvoir remercier. Ça m'évoque quelque chose finalement quand on s'est rencontrés l'été cette année. T'as dit en fait avec énormément d'énergie et puis vraiment avec un sourire énorme. Donc là je me suis dit ok, effectivement elle est dans le juste, elle est vraiment sur son chemin. T'as dit de mémoire, il n'y a pas d'âge pour faire sa reconversion professionnelle. Maintenant moi je vis ma meilleure vie. Enfin t'as dit je vis ma meilleure aventure professionnelle. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail et nous expliquer un peu justement en quoi ça consiste, cette nouvelle expérience pro, d'être coach, d'accompagner ces femmes. Donc moi, cette nouvelle orientation, c'est vrai que pour moi, quand je disais que c'était effectivement c'est un peu, je le vois comme le plein épanouissement. Et c'est vrai que je ne dénigre pas tout ce que j'ai vécu avant en tant que ressources humaines, parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette expérience-là que j'en suis là. Je pense que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je serais peut-être ailleurs. Ou, enfin, voilà, on a tous un chemin, une destinée qu'on va plus ou moins influencer avec ce qui arrive dans nos vies, avec les influences externes aussi. Mais moi, maintenant, ce que j'ai envie de vivre, c'est de vivre pleinement mon expérience professionnelle avec Découvrir, où je travaille à temps partiel. Donc, je suis à 60%, c'est un pourcentage qui me va parfaitement bien. Et il me reste un 40% que j'aimerais consacrer un petit peu plus au coaching, mais à l'extérieur de Découvrir. Donc, avec un cabinet que je suis en train de monter là, dans le cabinet de mon mari, puisque mon mari est thérapeute. Et il a été d'accord de me concéder un petit espace dans son cabinet à Morges pour que je puisse moi-même voilà, accueillir des femmes, pour les accompagner avec du coaching individuel, mais également du coaching que j'ai qualifié de créatif, puisque dans ce coaching, je vais insérer des outils, des exercices du journal créatif. Je le fais déjà. J'ai pris mes marques chez Découvrir et je me suis déjà dans la dernière volée de femmes que j'accompagne en coaching, j'ai inséré des outils de journal créatif et ça fonctionne très très bien. Puis également le journal créatif auquel tu as pu participer, Émilie, que je donnais dans le cadre de ma certification justement, qui est en train là de se boucler parce que j'ai eu mon dernier atelier il y a 15 jours de formation. Donc c'est à bout touchant pour que je reçoive mon beau diplôme et puis mon joli label du journal créatif. Et donc mon ambition, c'est également de monter des ateliers. Alors ateliers découvertes, je vais en poursuivre quelques-uns, mais je vais surtout monter des ateliers à thème. Et si justement c'était à refaire en fait, est-ce que tu te lancerais plus tôt, tu vois, est-ce que justement cette reconversion tu l'initierais plus tôt? Non, des fois je me dis oui, j'ai 58 ans, donc j'aimerais avoir encore 20 ans de ma vie pour pouvoir faire d'autres choses. Donc dans ce sens-là, oui, je me dirais plus tôt, mais en même temps, quand j'y pense, je me dis j'aurais pas été capable. Il y a 20 ans, j'étais à un autre moment de ma vie, j'avais besoin de vivre d'autres choses. Dans la vie, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et donc je pense qu'il faut laisser faire les choses. Et je pense que j'aurais pas été prête avec tout ce que je peux apporter aujourd'hui à l'association, tout ce que je peux amener aussi en coaching, même dans les ateliers, c'est grâce à mon vécu aussi que je peux le faire. À mon vécu de femme, à mon vécu, à mes douleurs aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme tout le monde, j'ai passé des moments, des hauts et des bas dans ma carrière, même dans ma vie, et c'est ça qui nous nourrit, qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, on va vers l'accompagnement. Je ne pense pas qu'on puisse accompagner quelqu'un, que ce soit dans l'insertion, que ce soit même des thérapeutes, sans avoir eu en ayant un certain bagage, avec des outils, et en ayant eu un certain parcours de vie aussi.
parce que c'est quand même une sacrée responsabilité d'accompagner quelqu'un. Pour moi, je le vois comme ça, comme une grande responsabilité d'accompagner quelqu'un. Même si je suis là avec des outils, je suis là à côté pour accompagner, c'est la personne qui va bouger, c'est la personne qui va faire les démarches, qui va faire ce travail sur elle, qui va finalement réussir à exprimer ses émotions, etc. On l'accompagne. Mais il y a une responsabilité, il y a un cadre sécuritaire que l'on doit respecter, que ce soit dans le cadre du coaching, que ce soit dans le cadre des ateliers de journal créatif. Tu as pu le voir, hein, il y a un cadre sécuritaire. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ces métiers-là. Pour moi, c'est vraiment... il y a des codes de conduite et c'est vraiment important de les respecter. Tu nous as donné en fait depuis le début des clés, des pistes vraiment intéressantes en fait pour pouvoir faire ce virage en fait de reconversion professionnelle. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments, aspects que tu voudrais ajouter sur cette partie-là? Alors moi je dirais, j'ai envie de te dire tout ce que je dis aux femmes que j'accompagne, qui viennent me voir chez Découvrir. C'est vrai qu'on va parler tout d'abord de l'objectif professionnel. Pourquoi ? Parce que toujours la petite histoire, je pars toujours d'une petite histoire quand je les vois, je leur dis quand on va faire ses courses, on doit aller au supermarché, à l'épicerie du coin, peu importe, on va faire déjà une liste de ce qu'on a besoin. On va ouvrir son frigo, on va ouvrir ses armoires, puis on va regarder ce qui manque, on va faire sa petite liste, peu importe comment on l'a fait. Et ensuite, on va identifier l'endroit où on veut aller. Est-ce que je vais aller prendre ma voiture, aller au grand centre commercial à l'extérieur de la ville? Est-ce que je vais aller chez l'épicier du coin? Est-ce que je vais aller à la Coop, à la Migros? Suivant quoi, comment, je vais devoir prendre la voiture, les transports en commun. Est-ce qu'il y a un parking? Ensuite, je vais m'assurer que j'ai de l'argent. Je paye avec la carte, avec du cash. Je twin. Enfin, voilà, on garde, on identifie tout ça. Et ça, c'est une mini-stratégie. Parce que si on ne fait pas ça avant d'aller faire ses courses, il y a de fortes chances qu'on revienne de ses courses avec soit le panier vide, soit avec plein de choses dont on n'a pas besoin. Donc, chercher un travail, c'est exactement la même chose. C'est de définir où on va et ensuite de définir la stratégie, c'est-à-dire des milestones. Quelles sont les étapes pour m'amener à cet objectif? Parce qu'un objectif, il peut être plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Et souvent, chercher un travail, on ne sait pas. Quand on va le trouver, on peut se dire, ok, moi, idéalement, financièrement, pour que je m'en sorte, il faut qu'au maximum, dans 1 an, j'ai trouvé du travail, ou dans 6 mois. On essaie de partir de ça. Et ensuite, on peut avoir un objectif rêvé, idéal, et puis un petit objectif de secours à côté, au cas où. Notamment, c'est le cas des femmes migrantes qui peuvent avoir un beau rêve, mais entre-temps, il faut se reconvertir, il faut faire plein de choses, plein d'étapes. Et entre deux, il faut peut-être avoir un petit job alimentaire. Donc, c'est vraiment, je pense, cette idée de se fixer un objectif, il est primordial. Et ensuite, la stratégie. Et dans la stratégie, c'est là qu'il faut se structurer et se dire, ok, j'ai ça à faire concrètement pour trouver du travail, peut-être réfléchir à mes valeurs, ensuite mes compétences, le bilan de compétences, et ensuite, ok, je vais peut-être rédiger mon CV, revoir un petit peu comment je vais rédiger mes courriers, voir ma plateforme LinkedIn, si je suis ailleurs, voir les plateformes où je suis, que ce soit cohérent et que ça ait du sens. Et puis ensuite, quand moi je suis cohérente et que je vois mon CV, que je dis waouh, ça c'est vraiment moi, parce que c'est ma carte d'identité professionnelle, à ce moment-là, je vais être crédible et je vais pouvoir me lancer. Et dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir, dans tout ce travail qu'on fait de recherche, c'est vraiment là de pouvoir se discipliner et se dire tous les mardis, tous les jeudis matins, je regarde les annonces, je mets des alertes, enfin je fais vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir optimiser mon travail de recherche, pour pouvoir à côté continuer à faire du sport, à aller marcher, à passer du temps avec mon mari, avec mon fils, faire des choses qui me plaisent. Parce que si on, c'est comme une bougie, hein, ou pas forcément une bougie, mais une fleur. Voilà, je vois plutôt une fleur qui, pour s'épanouir, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'air, elle a besoin de la terre. Nous, c'est pareil, on est des êtres humains, on appartient à la terre. Donc, faut vraiment, je suis convaincue qu'il faut nourrir. Il faut se nourrir. Comment on nourrit la terre? Et si on ne nourrit pas avec l'équilibre, on va se faner d'un moment donné ou d'un autre. Donc si on nourrit pas le côté des valeurs, du créatif, de ce qu'on a besoin pour soi, pour son équilibre psychique, on va pas être apte à trouver du travail. On va pas être équilibré pour pouvoir trouver du travail. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Alors je dis pas ça, c'est pas de la théorie pure ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. J'ai vraiment vécu. Donc et j'en parle aux femmes parce que c'est vraiment
C'est vraiment primordial cet équilibre-là. Et après, on peut l'appliquer partout dans la vie. Je pense quand on a on est en phase de transition. Voilà, quand je parle de reconversion, c'est aussi des moments de transition dans la vie. On peut avoir de la transition par rapport à l'emploi, on peut avoir une transition personnelle par rapport à un événement, paf, qui vous tombe dessus, et puis il faut changer de vie, il faut déménager, il faut changer de pays. Ça, c'est un moment de transition, de reconversion. Ben, là aussi, c'est une stratégie, c'est se dire comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai comme ressources et comment je vais faire avec toutes ces ressources-là, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est aussi de toujours se connecter à ses besoins. Sous le palmier. On est complètement dans l'univers du développement personnel, de la relation d'aide. Par rapport au développement personnel, en fait, c'est vrai que c'est un domaine qui a vraiment le vent en poupe. C'est partout, les livres, les films, les podcasts, un petit clin d'œil, les podcasts ou des outils comme Journal Créatif dont on va parler juste après. Même si moi, ça m'apporte beaucoup aussi, j'ai quand même de la peine, en fait, à vraiment bien le définir, le développement personnel, parce que c'est tellement dense. D'après toi, qu'est-ce qui décrit mieux le concept? Et puis, c'est quoi un peu les bienfaits, si on peut en citer quelques-uns? Alors pour moi, le développement personnel, ça touche à tout ce qui peut nous amener du mieux-être déjà. Puis c'est là, je vais peut-être un petit peu parler de systémique. La systémique, c'est vraiment, on imagine le monde dans lequel on vit, euh, comme plusieurs systèmes en fait. Hein. La famille, notre famille, ma famille, c'est un système. Découvrir, l'association Découvrir pour laquelle je travaille, c'est un système. On en a plusieurs comme ça dans le domaine professionnel, domaine privé, etc. Et ces systèmes sont interconnectés et ont une influence les uns sur les autres. C'est-à-dire que quelque chose se passe dans ma vie privée, ça peut avoir une incidence dans mon domaine professionnel. L'inverse est vrai aussi. Donc c'est vrai qu'on est sans cesse trimballé comme ça, transbahuté entre ces différents systèmes. Donc quelque part, on a besoin de pouvoir être flexible, un peu comme de la pâte à modeler, comme ça, de pouvoir... et ça nécessite de faire, je pense, un travail sur soi et de finalement se dire, oui, là maintenant, il y a une nouvelle situation, voilà, c'est quoi mes ressources par rapport à cette nouvelle situation? Qu'est-ce que je peux trouver en moi qui existe déjà? Qu'est-ce que je peux éventuellement développer? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc c'est déjà se poser ces questions-là. Et puis à partir du moment où on se pose des questions sur soi et on va un petit peu chahuter les valeurs, etc., on va un petit peu s'orienter vers du travail personnel finalement. Que ce soit développement personnel, ça peut toucher on fait effectivement au coaching, ça peut être de faire simplement un travail sur soi, de réflexion, ça peut être de la méditation, ça peut être des choses très individuelles, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour faire un travail sur soi. Donc c'est vraiment une impulsion personnelle. Des fois qui est effectivement aussi il y a aussi des événements qui vont pousser la personne, qui va nous pousser hors de notre zone de confort. C'est souvent ça aussi qui amène les personnes à se poser des questions. Et c'est souvent des événements, c'est souvent dans la douleur, dans ces événements perturbants que l'on vit. Ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui nous a vraiment frappé de plein fouet ou de plein cœur, qui va bouger les choses en nous et qui va nous dire, là je me sens plus trop bien sur mes jambes, donc ok, réfléchissons. Voilà. Et c'est toujours dans un petit processus de réflexion sur soi que l'on va entamer une démarche de développement personnel. Et justement, à l'inverse, en fait, quand on prend le développement personnel vraiment par le biais du diktat, vraiment la positive attitude, 100% bien-être, enfin, il y a aussi une tendance quand même qui est poussée aussi à l'extrême. Oui, c'est un sujet, une thématique qui est vraiment d'actualité parce que justement il y a un besoin. Je pense qu'il y a un besoin dans la société où on vit de se reconnecter. Il y a un besoin par rapport aussi au monde de l'entreprise. Moi j'en viens du monde de l'entreprise, c'est pas un monde qui est simple, où c'est un monde qui est très, très factuel, avec une entreprise, c'est une démarche avec des résultats attendus. Ça va vite dans l'entreprise. On peut très vite arriver à un niveau d'épuisement si on ne fait pas attention à son équilibre. Donc le monde où on vit de façon générale fait qu'on
on a besoin aussi de ces moments où on se replie sur soi, où on fait appel à ses ressources, on réfléchit sur soi, on réfléchit à l'essentiel, où on a besoin justement d'aller de nouveau se connecter à la nature, où on a besoin de se connecter à son corps. Donc pour moi, ça répond à un besoin d'équilibre finalement. Et c'est assez spontané, je pense. Tu parles de la reconnexion à soi. Justement, le journal créatif, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est une des ressources qu'on a finalement qui peut nous aider justement dans ce cheminement. Alors, volontiers. Alors, ce journal créatif, c'est une méthode qui a été élaborée par une Québécoise. Alors, les Québécois sont très doués pour faire énormément de choses autour du développement personnel. Donc, ce journal créatif qui a été créé par Anne-Marie Jobin, je vais la citer, qui a créé aussi une école ensuite, donc qui m'a formée. Elle est art thérapeute à la base et elle a créé cet outil donc justement qui va utiliser trois langages. Le dessin ou la peinture, hein, donc tout ce qui est en lien avec le dessin, l'écriture et le collage. Donc ce sont les trois langages. Mais la méthode, en fait, a pour objectif, finalement, d'utiliser ces trois langages-là pour aller rechercher des éléments qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient, puisque aussi le journal créatif est largement inspiré de notions aussi de psychologie, mis à part l'art-thérapie, la psychologie et la théorie sur la créativité. Et il y a eu notamment Carl Jung, qui a un des premiers à parler, après Sigmund Freud, à parler de l'inconscient et puis effectivement de tous ces outils qu'on pouvait utiliser du domaine du créatif pour justement faire remonter des éléments de l'inconscient, de pouvoir un petit peu déconnecter le cerveau ou le mental pour pouvoir faire émerger tout ça. Donc voilà, l'outil finalement va permettre aux personnes qui viennent aux ateliers de pouvoir travailler avec les trois langages, puisque ce sont des langages qu'on va mixer finalement, avec des exercices qui sont des exercices qui sont guidés. Donc l'animatrice en l'occurrence c'est moi, où toutes les personnes qui font ces ateliers vont guider les personnes, vont présenter généralement l'outil, le journal, montrer éventuellement des exemples pour que les personnes puissent un petit peu se rendre compte de ce que c'est. Puis ensuite vont les amener dans des exercices qui constituent des boucles. Et l'ensemble de la journée ou de la demi-journée forme une grande boucle. Et chaque boucle en fait est constituée d'un échauffement où on va rentrer un petit peu dans le journal créatif ou dans l'exercice de façon assez soft avec des petits exercices d'écriture ou de dessin ou de collage. Et ensuite, on va aller plonger. C'est la deuxième partie de l'exercice, c'est la plongée, où là, on va aller un petit peu plus dans l'introspection, ou pas, voilà, mais on va un petit peu aller dans des exercices un petit peu plus approfondis. On va un petit peu approfondir les techniques et les langages, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque une centaine de techniques autour de ces trois langages. Donc c'est gigantesque qu'on peut faire avec le journal créatif. Et je reviens donc à la troisième partie de l'exercice qui est en fait la fermeture. Où là on va faire plutôt un exercice qui va clôturer l'exercice en soi ou la boucle de l'exercice principal. C'est quand que tu as découvert le journal créatif? Alors moi le journal créatif c'est une grande histoire, encore une. Je vais peut-être revenir à quand j'étais très jeune. Oui, quand j'étais très jeune. Le dessin m'a toujours accompagnée, donc j'ai toujours été quelqu'un assez introverti. Moi, le dessin, c'était un échappatoire quand j'étais enfant, donc mon monde, il était dans le dessin. À une époque, je faisais des portraits, après je dessinais, je collais, je bricolais, je faisais des habits pour mes poupées, enfin comme beaucoup de petites filles. Mais en fait, le dessin avait une place très importante. Mon père avait démarré les beaux-arts, puis il avait dû arrêter. En période, son père était décédé. Il avait dû arrêter les beaux-arts, il avait tout rangé au grenier, etc. Donc il a mis une belle croix sur tout ça. Et puis donc j'ai grandi, j'ai fait des études, j'ai fait l'école. Avant de faire l'école hôtelière, qui n'était pas du tout mon histoire de départ, après le bac, je voulais aller dans le domaine artistique, justement, puisque je voyais que j'avais cette fibre-là, j'avais envie d'aller plus loin. Et puis, je me souviens d'une grande discussion avec mes parents, notamment avec mon père, qui était à ce moment-là assez contre. Il y avait cette espèce on voyait un petit peu le domaine des arts comme un milieu difficile. C'est vrai que c'est un milieu difficile
il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés, enfin, etc. Donc voilà, puis moi j'ai un petit peu écouté mon papa. C'était mon choix à ce moment-là, même à cet âge-là, on fait des choix dans la vie. Puis c'est le choix que finalement c'était ma destinée, je ne devais pas faire de... Donc j'ai finalement abandonné cette idée-là. Et puis à la faveur donc, d'un oncle qui avait un restaurant aux États-Unis, qui m'a convaincue que j'allais pouvoir être créative dans la cuisine, j'ai entamé l'école hôtelière. Voilà, donc ça c'était la petite histoire de la naissance du dessin, enfin de tout cet univers-là qui m'a pris beaucoup de mon enfance. Et puis ensuite, ben voilà, j'ai fait la carrière que j'ai faite, l'école hôtelière, j'ai continué dans le domaine de l'hôtellerie, dans les ressources humaines et dans l'aérien. Et puis, quand je me suis reconvertie, j'ai continué à faire du dessin, donc toujours, hein, ça m'a toujours suivi. J'ai fait une petite exposition il y a quelques années dans le cadre d'une organisation qui fait régulièrement des expositions. Et puis, je me suis reconvertie et j'ai fait cette formation de coach. Et puis, en faisant cette formation de coach, je me suis rendu compte que j'amenais beaucoup d'outils créatifs, enfin, de ce que je savais faire intuitivement. Dans le coaching que j'ai appris, on utilise beaucoup la métaphore sous forme dessinée, avec des objets, etc. Puis je me suis rendu compte que ces outils-là, c'était mes outils préférés. Donc j'ai commencé à les développer un petit peu plus à ma sauce. J'ai amené ici et là quelques autres éléments avec du collage, des images, enfin, voilà. Donc j'ai un petit peu agrémenté tout ça. Et puis un jour, j'ai discuté avec une amie et puis qui prend des cours à Étoile, un endroit où il y a énormément d'ateliers. Puis elle me dit, ah mais tiens, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu qu'il y avait une femme qui faisait du journal créatif. J'ai dit, ah, c'est quoi ça, etc. Bien, tiens, on va voir son site. Et du coup, j'ai été voir le site de cette femme, et puis ça m'a parlé. Et puis j'ai été voir le site d'Anne-Marie Jobin, et ça m'a convaincue. Pour moi, c'est vraiment, ça fait vraiment un écho incroyable euh, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était boucler la boucle par rapport à ce rêve tué dans l'œuf. De faire les beaux-arts. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir boucler la boucle et puis finalement terminer avec quelque chose comme de l'ordre du créatif. Donc ça me plaisait énormément. Et puis le deuxième point, bah, c'était effectivement pouvoir nourrir c'est ce que je voyais naître dans le coaching, en me disant, bah, finalement, il y a quelque chose qui est là, mais là, j'ai un outil, j'ai quelque chose de concret, une méthode, j'ai un cadre aussi qui est concret. Donc je vais pouvoir être plus sécure et plus pro dans mon coaching si j'ai encore cet outil du journal créatif. Donc voilà ce qui m'a amené au journal créatif. Et puis voilà, c'était une année de formation intense avec énormément de pratiques. Et voilà, qui m'a confortée dans l'idée que c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis ensuite, ça c'est la dernière étape, c'est quand au moment de la certification où on a basculé dans la partie pratique justement des ateliers. Ça fait partie de notre certification, c'est de donner justement des ateliers, d'être animatrice dans les ateliers. C'est à ce moment-là qu'il y a eu encore un gros déclic. Moi, je voyais le journal créatif dans le coaching, mais je ne le voyais pas dans l'animation d'atelier. Et là, il y a tout un pan qui s'est ouvert. Je dis, waouh, mais là, j'ai encore plein de choses à faire dans ces ateliers parce que j'ai aimé l'approche de l'atelier, donc de pouvoir aussi transmettre cet outil que j'ai adoré, de voir en fait l'effet que ça faisait sur les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des ateliers. Et je me disais, mais j'ai envie de continuer à voir ça, à voir ce qui se passe. Voilà, et puis de pouvoir créer, parce que finalement, derrière un atelier, il y a tout un travail de création. Tous les exercices que je propose dans les ateliers découvertes pour l'instant et les futurs ateliers que je vais faire, c'est tous des exercices que je crée. Sous le palmier. Pour toi, c'est quoi un atelier qui est vraiment réussi? T'as des critères, entre guillemets? Moi, c'est le retour c'est le retour des participantes. Un atelier qui est optimum pour moi, c'est celui au cours duquel les participantes ont pu trouver ce qu'elles avaient à trouver. C'est-à-dire que s'il y a un thème, par rapport au thème, si on prend par exemple
je sais pas, la charge mentale. Tiens, je prends ça parce que c'est un élément qui me vient en tête par rapport aux femmes. Si on prend la charge mentale, qu'on décide de travailler dans l'atelier sur la charge mentale ou comment effectivement apaiser, travailler avec cette charge mentale, finalement, c'est que les personnes qui participent à l'atelier en repartent avec un sentiment de détente par rapport à cette charge mentale, avec peut-être des outils de comment elles pourraient éventuellement continuer à pratiquer par des petits exercices, c'est le but aussi des ateliers, de pouvoir continuer la pratique du journal créatif chez elles, dans un petit carnet, avec juste un petit set de base, crayon, feutre, 2-3 images, etc., et un stylo. Pour moi, c'est ça, le succès. En quoi c'était utile, toi aussi, finalement, en termes de pratiquer régulièrement oui. le journal créatif? Alors, je vais peut-être revenir sur on abordait justement ce qu'on peut tirer du journal créatif, puis je vais revenir à ma pratique. Alors, évidemment, la détente, tout ce que moi j'aborde pendant le coaching, on peut aussi l'aborder, c'est-à-dire travailler sur un frein, une problématique. Le journal créatif, ça peut être aussi une forme, on a des outils d'ailleurs, ou dans la méthode, des techniques pour faire ce qu'on appellerait communément dans le jargon professionnel du brainstorming. Donc, faire jaillir des idées pour répondre à une problématique, pour si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis persuadée qu'avec le journal créatif, on peut aussi faire ressortir des idées. Alors, il faudrait que je fasse un atelier journal créatif sur l'entrepreneuriat. Ça pourrait être une idée, par exemple. Il faut que tu arrêtes de nous donner toutes tes idées. Il faut garder les idées, mais il y en a tellement que je crois qu'il y en a pour tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu ça, les grandes thématiques. C'est la détente, faire booster la créativité, travailler sur les freins, les blocages, les problématiques, et puis générer des idées. Moi, je dirais que c'est les grandes thématiques que j'ai vues régulièrement dans le journal créatif. Et puis, alors, effectivement, les autres personnes, les thérapeutes et autres, eux, ils ont d'autres challenges et d'autres enjeux avec le journal créatif. Et puis, pour revenir à ma pratique personnelle, alors effectivement, c'est un des points qui est souligné dans la formation, c'est qu'une bonne animatrice, un bon animateur de journal créatif se doit pratiquer assez régulièrement pour entretenir le feu, la flamme. C'est vraiment un régime de sportif. C'est un régime de sportif, mais en même temps, ça ne va pas être une contrainte. Et c'est en ce sens que moi, je ne suis pas une bonne praticienne, enfin, dans la pratique, je ne suis pas du tout régulière. Moi, j'y vais au coup de cœur ou à l'envie. Donc, il y a des jours où je peux faire du journal créatif, et d'autres où je n'en fais pas du tout. Et le but, c'est de rester justement spontané et de rester naturel, parce que c'est le but du journal créatif, c'est la spontanéité. Et l'intuitif, parce qu'on va travailler avec ça. La spontanéité, l'intuition, tout ce qui est... ce que Anne-Marie Jobin nomme le monde le plus vaste, ou le monde du dessous, le plus vaste. C'est un peu le monde du dessous, c'est l'inconscient. Le plus vaste, c'est tout ce qui nous entoure. Ça peut aller très loin, l'univers, etc. Donc c'est vraiment de rester connecté à ça dans le journal créatif. Et puis on en revient à ce que je disais au début du podcast, c'est vraiment de rester connecté à soi. Et la pratique, elle est aussi pour moi dans cet esprit-là. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre la pression. Si je ne fais pas mon journal créatif aujourd'hui, peut-être que j'en ferai le double demain, parce que j'en ai besoin. Voilà. Par contre, je me suis mis des petits journaux. C'est à la taille d'un quart A4. Je ne sais pas ce que c'est comme format. Donc, ces petits carnets qu'on a. J'en ai mis un sur ma table de nuit. J'en ai mis 2-3 dans la maison. 2-3 dans le sac aussi. J'en ai un dans le sac, avec un petit set. Et puis, des fois, à la faveur comme ça d'une envie, de quelque chose qui émerge, j'ai envie de travailler. Ça peut être des choses très très simples, et justement dans la pratique quotidienne des personnes qui ont participé aux ateliers, ça peut être d'avoir ce petit calepin, ce petit set de base, et puis de partir tout simplement avec un exercice de base qui est juste de tirer une image au hasard ou un mot au hasard, et puis de le coller, et puis de noter tout autour qu'est-ce que ça nous inspire. Voilà. Là, je dévoile un petit exercice de journal créatif très très simple. Mais la seule condition, c'est de faire cet exercice de façon très très rapide, de façon très intuitive, pour que ça ait du sens. Sinon, dès qu'on met en marche le mental, à ce moment-là, ça coupe toute créativité, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Donc il ne faut pas forcément être guidé, alors en fait, on peut démarrer comme ça en étant guidé. Oui, alors l'idée c'est d'être guidé, de participer à un atelier découverte. Je pense que c'est important pour pouvoir découvrir l'outil, la méthode.
Et puis après, de le pratiquer chez soi, c'est effectivement possible, mais de le faire toujours dans un cadre sécuritaire. Donc là, c'est que je donne aussi pendant les ateliers ce cadre sécuritaire que je donne, on peut le transposer aussi dans la vie privée pour pouvoir le faire tranquillement. Alors le cadre sécuritaire dans le privé, c'est vraiment de ne pas aller trop dans l'introspection parce que c'est vrai que si on aime ça, mine de rien, les outils du journal créatif, certains peuvent nous amener très loin. Donc si on a une tendance à aller dans l'introspection, on peut aller assez loin. Et puis on peut faire vibrer la corde des émotions peut-être de façon assez intense. Voilà, donc il faut savoir aussi à un moment donné cadrer les choses. Donc voilà, c'est des informations que je peux donner pendant l'atelier. Et puis on peut pratiquer par la suite effectivement le journal créatif en individuel. Alors là c'est ce que j'appelle le coaching créatif, où on va vraiment, alors ça on fait le coaching, on inclut ce que je fais maintenant, on inclut des exercices de journal créatif pour effectivement compléter un exercice sur un déblocage ou autre. Ou alors, on peut concevoir aussi un accompagnement individuel avec du journal créatif et on rajoute quelques outils de coaching. C'est un peu l'inverse. Okay, mais on peut faire les deux. Et là, c'est plus un accompagnement individuel où la personne se sentirait peut-être plus à l'aise, plus cadrée. Où là, on part toujours comme en coaching, on part sur un fil rouge. Là où la personne a envie d'aller et puis on l'accompagne avec les outils qu'on a. Ça me fait juste penser, parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément partagé au début, mais quand on a eu justement ce voyage que tu nous as proposé justement dans cet atelier découverte, tu avais parlé justement, c'est très intime le journal créatif, et tu nous avais entrouvert très rapidement en fait les pages de plusieurs journaux que tu avais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intime et qu'on doit pas dévoiler, mais ça me fait juste effectivement penser à ça. Alors l'idée aussi du journal, le journal intime, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle du journal? Alors, puisque à la base, c'est inspiré aussi du journal intime. Enfin, on a, en tant que, surtout les jeunes filles, on a plus ou moins toutes eu notre journal intime avec le petit cadenas. Je sais pas, à l'époque, moi j'avais un petit journal avec un petit cadenas, une clé. Et là, je notais tous mes secrets les plus inavouables, ce que je n'osais pas dire à ma mère ou à mon père. Quand j'étais fâchée contre eux, je notais tout là-dedans. On peut penser au journal d'Anne Frank. On peut penser à plein de... Voilà, le journal est aussi un outil thérapeutique, qui est reconnu comme outil thérapeutique. Donc on part de cette idée-là aussi du journal intime, donc, parce qu'on y met quelque chose de soi. Donc il y a ce côté effectivement intimiste. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder, mais on n'est pas obligé d'avoir un journal en tant que tel. On peut avoir des pages de papier canson qu'on va acheter peu importe où dans un magasin, assez épaisse pour ne pas laisser passer l'eau si on utilise la peinture, mais on peut travailler sur des feuilles volantes qu'on va ensuite agrafer entre elles. Voilà, simplement que elle l'a appelé journal créatif parce que justement ça part de l'idée du journal intime. Pourquoi selon toi justement dans cet univers très connecté, numérique, rapide, c'est important de maintenir ce lien au papier puis de le combiner en plus à cet aspect expression créative et artistique? Pour moi c'est cet équilibre, ce juste équilibre entre ce qui est concret et virtuel, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment pour moi le papier, ce sont les arbres. On en revient à la nature, on revient toujours au socle. Voilà, moi je vois un peu l'être humain comme un arbre avec des racines, et on est on est enraciné et on a nos racines avec nos ancêtres. Voilà, pour moi c'est ça. Et puis en haut, on a cette connexion aussi au plus vaste avec les branches de l'arbre qui sont connectées avec le ciel. Et finalement, on est aussi, nous, êtres humains, connectés dans les deux sens. Et c'est vrai que je pense que c'est important de rester connecté à ça, à ce qui est concret, et puis de dessiner, de toucher du papier. Ça nous ramène à l'enfance, c'est tout bête. Des fois, on oublie de regarder nos enfants, pour ceux qui en ont. C'est que les enfants, quand on les regarde, c'est tellement simple pour eux d'aller poser une émotion sur un bout de papier. Ils le font très spontanément, puis
Avec les années, quand ils grandissent, ça devient plus en plus compliqué d'exprimer les émotions. Et nous, adultes, on nous apprend quelque part à ne pas forcément, ça dépend dans quel milieu on grandit. Certains sont moins sollicités à exprimer leurs émotions que d'autres, mais dans le monde du travail, alors là, non, on n'exprime pas les émotions. Il y a certaines cultures où on n'exprime pas verbalement, mais qui sont très créatives. Je pense à des cultures ou des peuplades particulières où on va justement, tout ce qui est artisanat, c'est extrêmement riche. Donc c'est aussi un certain moyen d'expression. Et pour moi, l'enfant, c'est vraiment d'observer un petit gamin qui commence à dessiner, de voir qu'est-ce qu'il peut mettre sur le papier, comment on peut l'interpréter. Alors bien évidemment, par quelqu'un qui s'y connaît, mais c'est vrai qu'il va mettre ses émotions là-dedans. Il va exprimer des choses et finalement, moi, la première fois que j'ai suivi cette formation de journal créatif, je me sentais comme une gamine. Mais j'étais... Ah oui, j'avais exactement le même sentiment. J'étais toute folle parce que je voulais absolument, j'attendais chaque leçon pour avoir tous les exercices à faire. J'étais vraiment dans cet esprit-là oui, de curiosité. Je pense que c'est ça. C'est aussi toujours d'alimenter cette curiosité parce que finalement, l'être humain, on a cette capacité de par la réflexion. Nous sommes des animaux intelligents. Okay, donc on a ça en plus, on a ce magnifique cerveau qu'on utilise à un pourcentage infime, vraiment minime. Donc on a toutes ces capacités-là. On a le ressenti, enfin voilà, on est extrêmement complet, donc on peut s'exprimer de diverses façons. Donc utilisons ça, utilisons-le. Et c'est ce qui fait aussi notre équilibre. Donc je reviens un peu toujours au même point. Pour moi, c'est de garder vraiment cet équilibre et d'être respectueux de qui on est. Enfin, pour moi, c'est une espèce Je parle de respect. Pourquoi je parle de respect Oui, respect de soi. Se respecter soi, c'est respecter la nature, enfin, c'est respecter la création. Après, bon, on a aussi ses croyances. Moi, il y a aussi une dimension spirituelle qui rentre en ligne de compte dans ma vie et dans tout ce que je fais. Donc, et l'humain, pour moi, c'est vraiment de le respecter avant tout. Donc, et respecter l'autre, c'est se respecter soi-même avant toute chose. Si on ne se respecte pas soi-même avec ses besoins, ça va être compliqué de respecter l'autre. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie. Quand tu regardes le parcours que tu as eu, qui est incroyable en fait, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as envie de partager avec nous, quelque chose qui t'amuse maintenant Quelque chose qui m'amuse. Alors, par rapport à mon parcours, ou pas Moi, oui, alors il y a eu... oui, une anecdote. Oui, alors oui. Comme quoi, alors l'anecdote, je vais la raconter parce qu'il faut vraiment croire aux signes. Aux choses comme ça, des fois, on a des choses qui ne sont pas de l'ordre du cognitif ou de... il y a des choses qui nous arrivent, des fois on nous tombe dessus et puis on se dit tiens, c'est bizarre. Du style, je pense à quelqu'un, il apparaît devant moi. Enfin voilà, ce genre de petites choses qui nous viennent d'on ne sait où. Il ne faut pas trop se poser de questions, c'est là et c'est des petits signes qu'on reçoit dans la vie. Moi, quand j'ai fait ma formation de coach avec Daniel Bro International, je vais la citer, c'était à la Maison de la Femme que j'ai fait cette formation-là. Donc je l'ai rencontré dans un petit atelier de présentation et puis ensuite j'ai embarqué dans la formation et puis dans le cadre de cette formation nous avions des ateliers quelquefois on travaillait en commun puis ensuite on était séparés pour faire des exercices de coaching dans des salles de sous-commission à la Maison de la Femme. Et puis il y avait un espace qui à l'époque s'appelait la bibliothèque à la Maison de la Femme, qui est un petit bureau très sympa avec tous les livres orientés femmes de la Maison de la Femme, la bibliothèque de la Maison de la Femme. Et je me retrouvais dans cette salle avec mes collègues de formation. Et puis, on était en train de faire un exercice de coaching. Puis à un moment donné, on arrête l'exercice. Puis je dis, waouh, elle est super cette salle, elle est extraordinaire. J'adorerais travailler ici. 6 mois plus tard, je travaillais dans cet espace. Okay.
Parce que plus tard, j'ai effectivement été engagée par la Maison de la, par la Maison de la Femme, par l'association Découvrir, qui a ses bureaux au sein de la Maison de la Femme. Et maintenant plus, on a changé de bureau, mais avant, quand je suis arrivée, je travaillais dans ce petit espace de bibliothèque de la Maison de la Femme. Donc là, voilà, c'est une anecdote que j'adore raconter parce qu'elle est magique. Et que quelque part, voilà, j'avais moi-même, en m'exclamant autour de cette pièce, j'avais attiré à moi le fait que je voulais travailler ici. Peut-être, peut-être pas. C'est excellent, surtout qu'en plus maintenant, tu y retournes régulièrement en fait là-bas justement pour tes ateliers et puis pour... Alors je me suis lancée effectivement le petit défi des ateliers découverts, donc de prolonger l'histoire des ateliers découverts de ma certification sur le reste de l'année. Donc je me suis dit, je donne encore 3 ateliers découverts pour qui veut venir. Donc effectivement le 3 novembre, le 24 novembre et le 13 décembre. Et donc c'est des ateliers découverts par contre d'une journée complète. Donc ils seront de 9h à 16h30 à la Maison de la Femme, puisque effectivement j'aimerais continuer à drainer ce public de femmes. Et puis le projet, c'est de lancer des ateliers à thème sur lesquels je suis déjà en train de travailler l'année prochaine à la Maison de la Femme, pour peu que voilà, ça ait fonctionné là fin d'année. Et puis éventuellement de proposer des ateliers à thème très spécifiques dans 2-3 endroits dont je tairai absolument le nom parce que ça va être une surprise si j'arrive à décrocher un atelier créatif dans ces 2 endroits. Voilà, je serai comblée. Faut qu'on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous, puis on en reparlera aussi, quoi. Du coup, rendez-vous pour 2024. Oui, volontiers, avec plaisir. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans 2 mois, même heure, même endroit, Sous le Palmier.